Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des dispenses que nos ancêtres ont dû obtenir pour se marier. Cela arrivait plus souvent que vous ne pourriez le penser, car si tout le monde connaît les dispenses exigées pour éviter les mariages entre cousins, il faut savoir que l'Église catholique avait imaginé de nombreuses autres causes nécessitant une dispense. Dispense de consanguinité, dispense d'affinité naturelle, dispense d'affinité spirituelle, dispense de ban. Avec cette vidéo, nous allons passer en revue les principales d'entre elles et je vais vous expliquer comment les retrouver, car elles apportent des détails inédits et un regard différent sur notre généalogie. Je vais commencer par l'Ancien Régime, mais je vais également évoquer en fin de vidéo les dispenses qui furent reprises par la République, dont certaines ont toujours cours aujourd'hui, et vous allez peut-être être surpris. Avant la Révolution, la plus courante des dispenses était celle d'un ou deux bans. Les bans, c'étaient les annonces que le curé faisait, pour informer ses ouailles, des futures unions qu'il allait célébrer, pendant 3 dimanches consécutifs, donc pendant au moins 3 semaines. Les bans étaient publiés lors de la messe dominicale. C'est d'ailleurs une formule qu'on retrouve couramment dans les actes de mariage des registres paroissiaux. Après la publication des 3 bans pendant 3 dimanches consécutifs. Je suis sûr que vous l'avez déjà lu. Seulement voilà, parfois on ne pouvait pas attendre 3 semaines. Il fallait célébrer rapidement le mariage et donc demander une dispense d'un ou 2 bans pour accélérer le processus. Une des raisons était liée au calendrier liturgique. Il était interdit de se marier durant l'Avent, c'est-à-dire les 4 semaines qui vont de fin novembre jusqu'à Noël, et durant le Carême, période de jeûne et d'abstinence de 40 jours avant Pâques. D'où des dispenses pourtant prohibées que l'Église exigeait des futurs époux. Et puis, autre effet du calendrier, dans un monde essentiellement agricole, on avait autre chose à faire que se marier entre les foins et les vendanges, donc globalement entre juin et octobre. Il fallait demander une dispense dans ce cas si on ne voulait pas différer le mariage d'un semestre. Conséquence de tous ces impératifs calendaires, vous l'avez sûrement remarqué dans votre généalogie, les mois les plus propices pour s'unir étaient janvier, février et novembre. Enfin, une dernière raison liée au temps contraignait parfois nos ancêtres à demander une dispense, l'annonce d'un heureux événement. Il était parfois si urgent de se marier pour que l'enfant à naître soit légitime qu'il était impossible d'attendre 3 semaines. J'ai moi-même, dans ma généalogie, un ancêtre qui est né le lendemain du mariage de ses parents. Il était donc plus que temps. Ces dispenses se retrouvent aux archives départementales dans la série G, consacrée aux archives religieuses séculaires. Alors attention, je vous livre une information importante. Ces dispenses étaient délivrées par l'évêché, elles sont donc déposées aux archives du département où se trouve le siège de l'évêché. Cela a une grande importance car les limites des évêchés de l'Ancien Régime ne correspondent pas toujours avec les limites des départements actuels. Un exemple, l'évêché de Sens, qui couvrait toute la partie sud de la Seine-et-Marne et la partie est du Loiret, eh bien, les dispenses de ces zones sont donc à retrouver non pas à Melun ni à Orléans, mais à Auxerre, où sont installées les archives départementales de Lyon, puisque Sens est aujourd'hui dans Lyon. Deuxième des principales causes nécessitant une dispense pour se marier, la consanguinité. Avant la Révolution, impossible aux promis de se dire oui devant monsieur le curé s'ils étaient cousins proches. Alors, écoutez-moi bien, les cousinages se calculaient selon le droit canon, c'est-à-dire selon les règles de l'Église, par degrés. Un degré correspond à l'écart qu'il y a entre 2 générations. Et de 1215 à 1792, il fallait une dispense pour se marier si le futur était parent avec la future, au maximum du 4e au 4e degré. C'est-à-dire qu'on comptait les écarts qu'il y avait entre le marié et l'ancêtre commun avec la future mariée, et pareil de l'autre côté. Le 4e degré correspond aux grands-parents des grands-parents, donc quand les époux avaient des arrière-arrière-grands-parents en commun, il fallait une dispense.
Et si c'était plus proche, évidemment, la dispense était aussi obligatoire. Quand vous retrouvez une dispense de mariage pour consanguinité, soyez attentifs. Il est quasiment toujours précisé dans l'acte de mariage le degré en commençant par l'époux. Donc, si vous trouvez une dispense du 3e au 4e degré de parenté, cela signifie qu'il y a 3 degrés du côté du futur et 4 du côté de la future. Autrement dit, les arrière-grands-parents du marié sont les arrière-arrière-grands-parents de la mariée. La plus proche parenté autorisée était celle du 2e au 2e degré, c'est-à-dire pour un mariage entre cousins germains. Pas question, plus proche, d'épouser son oncle, sa nièce, etc. Ces dispenses de consanguinité figurent également dans les cartons et les liasses de la série G avec les mêmes paramètres que ceux pour les dispenses de ban. Quand on les retrouve, ces dispenses sont des sources inestimables car elles précisent la parenté entre les futurs, génération après génération, avec parfois l'aide d'un tableau généalogique. Imaginez donc, pour un mariage de 1740, s'il y a une dispense du 4e au 4e degré de consanguinité, on va donc identifier les ancêtres communs qui vivaient dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire parfois avant le début des registres paroissiaux. Vous allez donc trouver dans ces dispenses des informations inédites que vous ne trouverez nulle part ailleurs. D'autant plus qu'au-delà du tableau de cousinage, le dossier de dispense contient des témoignages de parents, de voisins, qui expliquent pourquoi les époux ne peuvent pas faire autrement que de se marier entre cousins. Juste un mot pour sourire, tout à l'heure je vous disais que les dispenses jusqu'au 4e degré de parenté avaient commencé en 1215 pour se terminer en 1792. Pourquoi 1215 ? Car cette date est celle du concile de Latran qui a changé les règles. Avant, les mariages étaient prohibés non pas jusqu'au 4e degré, mais jusqu'au 7e degré de parenté. Alors vous imaginez les belles généalogies toutes faites que nous aurions récupérées si la règle avait persisté après Latran, mais ça n'est pas le cas. Et nous voici arrivés au 3e type de dispense de mariage, moins connue mais tout aussi fréquente, les dispenses pour affinité. Elles se divisent en 2 catégories, celle pour affinité naturelle et celle pour affinité spirituelle. Commençons avec l'affinité naturelle, celle qui se crée entre 2 familles lors d'un mariage. Quand un homme épousait une femme, la sœur de celle-ci devenait évidemment sa belle-sœur. Tout le monde le sait. Cela créait donc une parenté par alliance qui avait aux yeux de l'Église la même valeur que la parenté par le sang. Ainsi, devenu veuf, l'homme ne pouvait pas épouser librement sa belle-sœur. Il lui fallait une dispense pour surmonter cette affinité naturelle. Il ne pouvait pas non plus, par exemple, s'il le voulait, épouser la mère de son ex-femme, ni sa nièce. Là encore, dispense obligatoire jusqu'à 2 degrés canoniques de part et d'autre. L'affinité spirituelle était quant à elle celle créée par les liens de l'Église. Les parrains et marraines d'un même enfant ne pouvaient pas se marier entre eux, même s'ils n'avaient aucun lien de sang. Celui que le baptême avait créé empêchait leur union. Pire encore, on ne pouvait pas épouser sans dispense le parrain ou la marraine d'un enfant qu'on avait eu d'un précédent mariage. Je vous explique. Là encore, j'ai trouvé le cas parmi mes ancêtres. L'un d'entre eux, devenu veuf, voulut se remarier. Mais il jeta son dévolu sur une jeune fille qui était la marraine d'un enfant que lui avait eu avec sa précédente épouse. Ils durent donc demander une dispense pour se marier. C'était en 1714. Quand j'ai consulté leur dossier, j'ai appris beaucoup de choses, notamment les dates de baptême des enfants du premier lit, que je ne connaissais pas, car les registres paroissiaux sont lacunaires pour cette période dans la paroisse. C'est toujours dans la série G que vous trouverez ces dispenses pour affinité. En les lisant, vous constaterez également que les demandeurs expliquaient souvent leur état de grande pauvreté afin d'être dispensés des frais liés à la dispense elle-même. Car il ne faut pas se leurrer, les dispenses avaient une vocation morale, évidemment, mais étaient aussi une source de financement pour l'Église. Il existait une demi-douzaine d'autres types de dispenses, mais si rares que je ne vais pas les citer ici. Certains départements ont commencé à mettre en ligne les dispenses d'Ancien Régime, notamment celles pour consanguinité. C'est le cas par exemple du Jura, de la Manche, de l'Oise, du Pas-de-Calais.
Il existe également quelques bases d'indexation nominative faites par des associations, mais je ne vais pas vous mentir. La plupart des dossiers de dispense se consultent sur place, aux archives départementales. Vous devez savoir également que la série G n'est pas homogène entre les départements. S'il y a parfois de bonnes surprises avec des dispenses qui remontent au XVIe siècle, il y en a aussi de mauvaises avec des lacunes énormes dans certains départements. Consultez toujours les instruments de recherche en ligne ou renseignez-vous directement auprès des archives départementales pour savoir ce que vous avez des chances de trouver en allant sur place en salle de lecture. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler des dispenses de mariage qui sont restées nécessaires après la Révolution. L'article 144 du Code civil était assez strict depuis ses origines, puisqu'il disait de manière tranchée que l'homme avant 18 ans révolu, la femme avant 15 ans révolue, ne peuvent contracter mariage. Cet article a été un peu allégé au fil des années et des dispenses existent aujourd'hui pour que des mineurs se marient. Elles sont délivrées par le procureur de la République. L'article 161 du même Code civil interdit le mariage entre ascendants et descendants en ligne directe, ce qui nous semble évidemment logique. Mais savez-vous qu'il en va de même pour les alliés, dont le mariage a été dissous par divorce? Pour être clair, si mon fils divorce de sa femme, même si elle en a envie, celle-ci ne peut pas se remarier avec moi, sauf si nous demandons une dispense au président de la République, mais il faut savoir qu'elle ne sera accordée que très exceptionnellement. La loi prévoit un peu plus de flexibilité si la personne qu'on appelle l'auteur du lien est décédée. Donc si je suis veuf et non pas divorcé, la dispense pour me marier avec la mère de ma défunte femme sera plus facile à obtenir que celle-ci soit divorcée ou veuve. En ligne collatérale, le mariage est toujours prohibé entre frères et sœurs, entre oncles, nièces, tantes, neveux, et jusqu'en 1914, il était également interdit de se marier avec son beau-frère ou sa belle-sœur. Disposition qui fut allégée par la suite, afin de permettre à de nombreuses veuves de guerre de se remarier avec leur beau-frère. Et c'est aujourd'hui complètement autorisé. Pour les adoptions plénières, c'est la double peine. Interdiction de se marier dans sa famille de sang et interdiction de se marier dans sa famille adoptive. Si je suis adopté, je ne peux donc pas épouser la fille naturelle de mes parents adoptifs car elle est devenue ma sœur, même si nous n'avons aucun gène en commun. Tout ceci est évidemment valable pour les mariages entre les personnes de même sexe et pour ceux et celles qui contractent un PACS. Vous voyez donc que les empêchements de mariage et les dispenses existent toujours. Ils ne concernent pas que nos ancêtres, ils étaient néanmoins beaucoup plus nombreux autrefois, et c'est pourquoi les dispenses, qui étaient demandées fréquemment par nos ancêtres, constituent aujourd'hui une source généalogique que je vous encourage à explorer. Elle vous apportera 1000 informations et 1000 surprises. Alors, un seul message en conclusion, bonne recherche.